Chaque deuxième vendredi du mois, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à 17h45 en direct, nous revenons sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec les équipes et les experts de Yeomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF qui a été lancé il y a quelques années maintenant. Et c'est Alexis Nac qui est avec nous par téléphone. Bonsoir et bienvenue Alexis. Bonsoir, Ravi de vous retrouver pour faire ce point mensuel avec vous sur les dynamiques et les dernières nouveautés au sein de l'industrie ETF. Commençons par la dynamique des flux concernant le mois de février. Alexis, quelles sont les observations qu'on peut mettre en avant ? Alors, la première observation, c'est que la collecte nette du mois de février en ETF a été en net ralentissement par rapport au mois dernier, puisqu'elle s'est élevée à 8 milliards d'euros. On est quand même assez loin des 18 milliards d'euros de collecte qui avaient été atteints le mois dernier. Si on décompose par classe d'actifs, on a 85% de la collecte qui s'est concentrée sur les actions. En revanche, les obligations, la collecte en actions, elle a nettement ralenti, puisque la classe d'actifs a collecté près de 9 fois moins que le mois précédent. Si on regarde les matières premières, la collecte est très faible sur les matières premières, 720 millions d'euros de collecte nette sur les matières premières. Mais il faut noter toutefois que c'est la première fois depuis près d'un an, depuis 10 mois, que la collecte redevient positive sur cette classe d'actifs. Intéressant. Au sein des flux vers les actions et vers les obligations, qu'est-ce qu'on a pu constater avec un peu de granularité, Alexis? Est-ce qu'il y a eu des intérêts spécifiques de la part des investisseurs au mois de février par rapport au mois précédent? Alors, si on regarde au sein des actions, on a eu à nouveau un mouvement de rotation géographique très très marqué, de sortie des pays émergents et des États-Unis des sorties des États-Unis vers les pays émergents et les actions européennes. Donc ça, c'était à nouveau très très marqué. Si on regarde maintenant au sein des obligations, on a eu là un mouvement qui était plutôt inverse au mouvement qu'on avait connu les mois précédents. Comme je vous le disais, les mois précédents, on avait vraiment des investisseurs obligataires qui étaient à la recherche de duration. Là, c'est l'inverse. On a eu vraiment des mouvements de sortie très forts, des obligations longues pour se concentrer avec à l'inverse, des flux d'entrée massives sur les obligations court terme, avec naturellement l'inversion de la courbe des taux qui attire cette partie courte de la courbe. Quid de la collecte sur les produits ESG, Alexis, alors qui était une tendance majeure qu'on a pu observer sur une grande partie de l'année 2022. Vous signaliez lors de notre précédent rendez-vous un peu de faiblesse quand même dans la collecte vers les produits et les ETF flagués ESG. Est-ce que ça se confirme en février ? Ça se confirme, tout à fait. On a vraiment une baisse progressive de l'appétit pour ces supports ESG. Et là, on a atteint 17% de part de support ESG dans la collecte du mois de février, qui est le plus bas niveau observé depuis qu'on a lancé cet observatoire. Qu'en est-il des positions des principaux acteurs émetteurs d'ETF, Alexis, sur ce mois de février? On fait toujours une forme de palmarès avec vous. Quels ont été les mouvements intéressants à signaler du point de vue des émetteurs ETF, des fournisseurs d'ETF en février? Alors BlackRock est toujours loin devant les autres acteurs, un chiffre quand même qui est assez significatif. BlackRock en 2 mois a collecté 12 milliards d'euros, ce qui est 4 fois plus que la deuxième société de gestion du classement, qui est DWS. Donc on a un écart encore colossal entre BlackRock et les autres. Du côté des sociétés de gestion européennes, on a UBS et DWS qui font un très bon démarrage, qui font à nouveau une très bonne collecte en février et qui se placent en 2e et 3e position de notre podium. Pour rappel, ils avaient fait un très mauvaise année 2022, mais là ils font un très bon démarrage cette année. En revanche, Amundi fait un mauvais mois, il perd 3 places dans le classement, se positionne 7e dans notre classement des sociétés qui ont le plus collecté depuis le début de l'année. Il y a pire qu'Amundi d'ailleurs avec le cas Invesco, Alexis. Exactement ça, Invesco, qui était un des pionniers, leaders de la gestion en ETF, qui était 4e pour rappel l'année dernière. Là, cette année, depuis 2 mois, donc depuis le début de l'année, ils sont 20e en queue de peloton, avec deux mois de très forte décollecte au sein de leur gamme d'ETF, notamment sur leurs ETF sur l'or et sur les bons du trésor américain long terme.
Enfin, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais qu'est-ce qui explique qu'on ait des décrochages ou des mouvements aussi spectaculaires en termes de classement chez certains de ces acteurs? Alors BlackRock étant quand même la partie inamovible, j'allais dire, du palmarès, mais il y a des éléments de tarification, de commercialisation qui expliquent qu'un acteur, comme vous le dites, majeur, pionnier dans le domaine, puisse chuter d'autant de places comme ça en quelques mois? Alors, je pense qu'il y a aussi un effet de taille qui est très important. Invesco a des AUM qui sont tellement importants, des encours de gestion qui sont tellement importants que des sorties, bien sûr, qui peuvent paraître au niveau de la société, dans le classement, fait tout de suite perdre beaucoup de place, parce que dans les 20 premiers, il y a beaucoup de petites sociétés de gestion, si on enlève les gros poids lourds qu'on cite à chaque fois. Effectivement, l'effet taille. L'actualité des produits et des lancements de produits en février, qu'est-ce qui a marqué ces dernières semaines, Alexis? Alors là aussi, on a un mois qui est très très pauvre, comme le mois dernier en lancement de nouveaux produits. On a seulement 5 ETF qui ont été lancés en mois de février. Là aussi, c'est le plus faible niveau observé depuis qu'on a créé cette observatoire. Peut-être que le stock de thématiques commence à s'épuiser, parce que, comme vous le savez, je le dis à chaque fois, on a énormément d'ETF thématiques qui sont sortis depuis 2 ans. Et des thématiques qui sont de plus en plus poussées et de plus en plus spécifiques. Exactement, qui sont vraiment sur des thématiques de niche. On en cite souvent au cours de cet observatoire. Elles sont de plus en plus spécifiques. Si on rentre dans les lancements qu'on a observés ce mois-ci un peu plus en détail, on a BNP qui a lancé 2 ETF obligataires sur des obligations d'État ESG. Donc ça, c'est assez novateur. Il y a encore peu de produits obligations d'État qui prennent en compte des critères ESG. On a également un autre fait intéressant à noter, c'est qu'on voit que l'engouement pour les produits structurés, qui est un peu général, se retrouve aussi dans les lancements d'ETF, parce qu'on a GlobalX, dont je parle souvent dans cet observatoire, qui est un émetteur d'ETF américain qui est peu connu en Europe, mais qui gère tout de même 30 milliards de dollars, qui a lancé 3 ETF structurés, en fait, qui offrent des garanties partielles sur le Nasdaq ou le S&P 500. Intéressant, effectivement. Je ne savais pas qu'à travers l'indiciel, les produits trackers, on pouvait répliquer effectivement des modèles qu'on trouve dans les produits structurés. Bon, nouveauté du coup de GlobalX sur ce plan-là. Votre vue de marché, Alexis, chez Yomoni, et les mouvements peut-être en matière de gestion pour le compte des clients de Yomoni qui ont pu marquer ce mois de février? Alors, pour l'instant, on conserve notre légère surpondération en action, à court terme. En tout cas, on pense que les bonnes surprises qu'on a eues sur le plan macroéconomique pourraient continuer à se refléter dans les résultats des entreprises. Le meilleur scénario serait que la reprise économique puisse amortir le choc des hausses des taux des banques centrales qui va continuer, qui va certainement continuer. Au sein de la poche obligataire, on continue à privilégier le crédit d'entreprise. On a encore réduit la duration de la poche obligataire parce que maintenant il y a comme je le disais tout à l'heure, avec l'inversion de la courbe des taux, il y a des rendements qui sont très intéressants sur la partie courte de la courbe et qui en plus nous protègent contre des hausses de taux directeurs à venir en Europe, certainement à venir encore un bon bout de temps en zone euro. Oui, et dès la semaine prochaine d'ailleurs, pour la Banque Centrale Européenne, ça repart avec la BCE le 16 mars et la Fed le 22 mars. Merci beaucoup Alexis. Merci pour ce point mensuel sur les tendances et les nouveautés au sein de l'industrie ETF, ce rendez-vous mensuel avec Yomoni. C'est Alexis Nac qui était avec nous par téléphone pour conclure cette émission et cette semaine sur les marchés. Très bon week-end à toutes et à tous, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.